Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. Vas-y, Florian. C'est gentil, Thierry, pardon. Il fait pas de vélo, le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot, le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le dos. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Michelek, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franchek juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la sortie du dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première de la saison 2021. Et pour débriefer l'actu, pas de la semaine parce qu'il s'est pas passé grand chose, mais de ce dimanche, j'ai avec moi Théo Bonsoir tout le monde. et Greg. Bonsoir à tous. Alors Greg, j'ai commencé par toi puisque t'es le local du jour, on va dire, puisque le Grand Prix La Marseillaise avait lieu aujourd'hui. Est-ce que, sincèrement, quand tu vois qu'Aurélien Paré-Peintre s'impose au sprint, t'aurais pu miser une seule pièce ce matin sur cette victoire? Alors sur Aurélien Paré-Peintre, peut-être encore, ça aurait été peut-être plutôt un outsider, mais surtout une victoire au sprint. Je pense que c'est ça qui a surpris beaucoup de monde. Alors peut-être qu'on y reviendra quand on refera un peu le scénario de la course, mais c'est vrai que le voir le maillot AG2R, enfin juste Aurélien Paré-Peintre bondir et claquer sur la ligne Thomas Bouda et Brian Cocard, qui sont quand même des sprinteurs plus expérimentés, c'est vrai que ça a été, je pense, une surprise pour beaucoup de suiveurs. C'est vrai que c'est un peu une surprise parce qu'Aurélien Paré-Peintre, on l'a vu arriver l'an passé, mais surtout comme un grimpeur en fait, même s'il a été assez performant sur les deux chronos du Tour d'Italie. Théo, même question qu'à Greg, est-ce que tu t'attendais à le voir en puncher, hein, dans un sprint un peu compliqué quand même, faut le dire, mais être capable de battre Brian Cocard, Thomas Bouda ou autre Matteo Trentin? Je pense que la personne qui dit qu'elle s'y attendait, c'est un menteur parce qu'il s'est pas du tout montré pour l'instant. Enfin, il s'était pas montré jusqu'à cette occasion chez les professionnels dans ce registre-là. Après, je pense que si on découpe toute la course dans le talon et aussi le déroulement du sprint, sa victoire se comprend un peu mieux. Et j'ai aussi vu des gens après sur Twitter expliquer que, en fait, chez les amateurs, dans les coupes de France amateurs, il participait des fois à des sprints et en fait, il avait une bonne pointe de vitesse. C'est juste que, depuis qu'il est chez les professionnels, on le voit plutôt soit faire équipier, soit tenter sa chance sur le classement généraux, donc pas trop dépenser d'énergie dans ces registres-là. Par contre, si c'est un coureur qui effectivement est capable d'aller aussi vite, et il va peut-être pouvoir un peu réorienter sa carrière. Et ce type de coureur très rapide et qui passe quand même pas mal bien les bosses, un peu comme Alexandre Geniez par exemple, ça fait des coureurs très solides pour des formations de World Tour ou de Conti Pro qui peuvent ramener 3, 4, 5 victoires dans la saison. Et vraiment, si c'était pas juste un one-shot, il peut construire une carrière là-dessus, hein. C'est ton avis aussi, Greg, quand tu vois un peu ses performances l'année dernière, on le rappelle, hein, 16e du Tour d'Italie, même si le plateau n'était pas non plus très dense, à l'aise sur le chrono, là on l'a vu aujourd'hui rapide au sprint. Est-ce que tu penses qu'il peut prendre une autre dimension, Aurélien Paré-Peintre cette année au sein de l'effectif AG2R? Je pense surtout que, bon, avec le départ de Romain Bardet, une réorientation un peu vers les classiques, je pense qu'il aura pas mal de liberté et il aura peut-être voilà, un calendrier de course un petit peu à sa guise et où il pourra se faire plaisir sans trop avoir de pression. Et c'est vrai que je suis assez curieux de le voir. Voilà, c'est peut-être aussi la nouvelle génération de jeunes coureurs français à suivre sur plusieurs types de parcours, hein, comme tu l'as dit. Il a fait quand même 16e Lime Giro. C'est quand même une belle performance, quel que soit le plateau, parce Oui, puis qu'il tu me le faut disais en off avant s'accrocher. l'émission, il était aussi très bon dans un rôle de puncher sur le Tour de Luxembourg l'an Ouais, passé. il a fait une top 10 sur une des dernières étapes du Tour de Luxembourg. C'est aussi, enfin, en termes de récupération, c'est ça qui était intéressant aussi, je pense, sur le Giro, c'est avoir la capacité de récupération sur 3 semaines. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, vraiment, c'est un coureur à suivre pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et on va suivre ça avec attention. Ouais, tout à fait. Alors Théo, on va revenir au scénario de la course, un des éléments marquants. Tu en parlais aussi un peu tout à l'heure, c'est enfin, j'allais dire ce trompage, c'est pas du tout français, mais cette erreur de parcours de la Groupama FDJ. La classique.
Et c'était pas à cause du rond-point cette fois-ci. Bah oui, en fait, on se dirigeait vers une course vraiment plus compacte, avec un plus gros peloton que ce qu'on a eu, mais à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée à peu près, un petit peu moins, au pied de la route des Crêtes en fait. Il y a les Groupama FDJ qui ont décidé de partir. Alors, je connais pas la région, de partir vers Nice, c'est ça? Ouais, Plutôt que de remonter vers Marseille. Donc ça a considérablement allégé le peloton. Et ça a aussi totalement décimé l'équipe Groupama FDJ qui a pas pu faire valoir son nombre dans la suite, même si un de ses coureurs s'est montré ensuite. C'est Benjamin Thomas qui a fait partie du groupe de à peu près une vingtaine, 25 coureurs qui sont arrivés en haut des crêtes. Il y a eu quelques petites escarmouches. Je crois que Vélens a tenté. On a vu Brian Cocard être dans sa roue. Et c'est arrivé à une groupe voilà, d'une 25-30 unités au pied de la dernière montée. C'était une dernière montée avec un vent de face. Donc il y a eu 4 coureurs, je crois. Krohn, Eiking, Simon Carr. C'est intéressant de voir que ces gens-là sont en forme. Ouais. Si finalement ils ont pas fait un très bon résultat au final, ça montre qu'ils ont la bonne patte. Et pour voir un peu les états de forme en début de saison, c'est intéressant. Mais on a eu une arrivée, enfin, c'était un peu de cousu de fil blanc, avec un vent de face dans la Ginesse, c'était plus ou moins sûr que ça allait se terminer en sprint semi-massif, quoi. Malgré, Greg, comme Théo l'a évoqué, la perte de la moitié du peloton, est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même peut-être pas la s'attendre moitié quand même. Hein, Pas la c'était moitié. une J'ai pas dizaine. regardé le début, moi. J'avoue que j'étais sur le cyclocross, donc j'ai pas tout vu. En fait, il y en a qui ont pu revenir un peu et il y en a qui ont perdu vraiment trop de temps dans la manœuvre. Mais oui, du coup, est-ce que c'est pas frustrant Enfin, après, on fait ce qu'on peut avec les parcours, mais de se dire que même si on perd du monde dans le peloton, on arrive quand même groupé, on n'arrive pas à sortir, hein. Vous l'avez dit, on a vu Eiking tenter de prendre les devants, on a vu Simon Carr, on a vu d'autres coureurs comme Tim Wellens aussi, et finalement, ils ont jamais réussi à prendre quoi, plus de 10-15 secondes d'avance, c'est ça, Greg? C'est ça. Alors après, sur la Marseillaise, on a déjà vu quand même des coureurs arriver enfin, en petit groupe, un peu plus petit comité. Donc là, je pense que c'est aussi dû aux circonstances. Il y avait un fort vent, notamment de face dans les ascensions, avec le Mistral, avec des rafales de vent. Donc c'est toujours compliqué à gérer quand on est échappé. Donc fallait pas, moi je m'attendais pas non plus, je dirais, à qu'un coureur puisse s'échapper tout seul. Surtout qu'il y avait quand même des équipes assez fortes. La Startis est quand même plus relevée que les années précédentes. On a vu, alors que ce soit Total Direct Energy rouler au départ, on a vu les UAE, enfin Team Emirates rouler aussi à un moment. On a vu une équipe Lotto aussi assez solide. Et puis on a vu après les BNB Hotels qui étaient très nombreux. Peut-être qu'on y reviendra Oui. dans le groupe à la fin. Ils étaient 4, je crois. Et qui a donc assuré la poursuite pour Brian Cocard. Donc c'est aussi parce qu'on avait des équipes assez solides pour faire la poursuite qu'on n'a pas eu, voilà, que les coureurs n'ont pas pu s'échapper. Mais je voudrais revenir sur le sprint, hein. On a dit qu'il y avait environ 25 coureurs. Greg, je vais te relancer avant de repasser la main à Théo. Je voudrais parler de Total Direct Energy parce que Lorenzo Manzin a lancé formidablement leur saison dimanche dernier en s'imposant en Espagne. Mais là, quand on regarde la composition du groupe de tête, on voit qu'il y avait Boasson Hagen, Villermoz et Turgis notamment dans le groupe de tête. Et est-ce que c'était pas normalement du cousu humain pour un garçon comme Edvald Boasson Hagen, ce genre d'arrivée un peu en costaud, en limite en sprinter puncher? À cause humaine, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il est fini 19e, et c'est même Turgis qui finit 12e, qui est le premier de l'équipe. C'est vrai que c'est plutôt cette place-là qui est décevante. Je pense qu'ils auraient pu faire top 3, top 5 assez facilement. Ils avaient largement c'est quoi qui ont largement les moyens de faire mieux. Turgis avait gagné il y a 2 ans, je Oui, crois. parce qu'on se rappelle de Donc l'Avor hein, pour Boasson Hagen quand même, où face à une concurrence plus forte, il était beaucoup mieux, quoi. voilà, alors est-ce qu'ils sont pas encore au top de leur forme? Ce sont des coureurs qui montent en pression. On est que c'est la toute première course de la saison, donc peut-être que les états de forme sont assez fluctuants. C'est aussi ça, enfin, les révélations voilà, des premières courses. On voit, par exemple, Simon Carr, je pense qu'il y a beaucoup de sûr qu'ils ne le connaissaient pas et qui l'ont un petit peu découvert. Donc voilà, je pense aussi le jeu des débuts de saison avec des coureurs plus ou moins en forme. Et forcément, il y a des découvertes, mais aussi quelques déceptions. Alors Théo, je vais te lancer sur un petit débat. Enfin, je vais parler de BNB Hotel. Est-ce que quand on voit la débauche d'énergie, pour toi c'est un échec la troisième place de Brian Cocard, battu par Thomas Bouda et Aurélien Paré-Pinte, hein. S'il avait été battu par Gaviria et Ewan, ça aurait été différent. Mais est-ce que pour toi c'est quand même une belle troisième place? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même une petite déception, qu'il a peut-être manqué un peu de jus dans le final, Brian Cocard?
Bah, c'est assurément une déception à cause du scénario de course. Ils ont fait une très belle course collective. Tout à fait, ouais. Ils ont été vraiment très, très soudés. Ils étaient en surnombre à la fin. Par contre, bah, ils n'ont pas très bien géré le final. Peut-être parce qu'ils avaient plus les cannes, mais même en dehors du cas de Brian Cocard, ils se font déborder à la fin. C'est Trentin qui lance le sprint et Cocard perd un peu sa vitesse. Après, voilà, ce sprint a quand même été très particulier si on le regarde. Il y a Trentin qui doit lancer peut-être à 350-400 mètres. Du coup, bah, le sprint se lance en quelque sorte en 2 temps et tu as plusieurs gars qui se font piéger. Il y a Cocard qui saute dans sa rue tout de suite et qui perd un peu après sa vitesse. Même chose pour Anthony Turgis d'ailleurs, qui est le meilleur direct énergie et pour qui Boasson-Hagen a travaillé. En fait, il lance son sprint beaucoup trop tôt et c'est pour ça qu'il termine aussi loin. Et après, avec le vent de face et la route qui remonte un petit peu, tu me corriges si je dis une bêtise, Greg, mais je crois qu'à la fin, la route remonte un petit peu. Ouais, En tout très, cas, très légèrement. Par contre, le vent de face, c'est fort vent de face à cet endroit-là. il n'avait pas le kick. Donc, c'est peut-être. D'un côté, on peut dire que c'est un coureur parce qu'il a fait une belle course, il était là dans un groupe de costauds. Et de l'autre, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on voit Brian Cocard être pas mal fort sur des montées pour puncher. Je me rappelle du Tour de Belgique l'an dernier, ou le Tour de Wallonie, où il est très fort dans certaines montées pour puncher. Il est dans des groupes de 3-4 devant, et après au sprint, il n'a plus rien. Donc je dirais que c'est un petit peu une sensation douce amère, surtout en sachant que bah, pour la compétition, pour les cartes, les invitations pour le tour, le résultat du début de saison sont très 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 importants, Oui, et je tout à pense fait. que Vital Concept s'est préparé vraiment pour le début de saison, quoi. Une autre équipe qui m'a surpris, Greg, c'est UAE Team Emirates, qui faisait quand même figure d'épouvantail. C'est l'une des plus grosses armadas du peloton. Mais quand on a dans un sprint un mec comme Ryan Gibbons et un Matteo Trentin, parce qu'on le rappelle, hein, c'est deux coureurs qui sont quand même très bons dans les sprints compliqués, et au final on voit que Trentin fait 7 et Gibbons fait 17, quoi. Est-ce que c'est pas décevant là aussi? Est-ce qu'on s'est pas trouvé un petit peu chez UAE? Un petit peu, je pense que Trentin, c'était pour une arrivée groupée, ben, c'était le favori que tout le monde attendait. Mais après, c'est pareil, est-ce qu'ils sont au top de leurs conditions? Est-ce que après, tu l'as dit aussi, l'arrivée est très particulière, il y a vraiment un fort vent de face au boulevard Michelet dans cet endroit-là, il y a le Mistral dans le nez. Et c'est peut-être aussi pour ça. Après, je pense que voilà, Trentini va aussi monter en puissance. Je pense pas que la Marseillaise, même si c'est une des Oui, c'est pas courses son les objectif, plus hein. belles du monde, euh, eh bien, ça soit l'objectif principal de Matteo Trentin. Je pense qu'elles sont beaucoup plus. C'est plus tard dans la saison qu'on le verra au top de sa forme. Là, c'est sa course de rentrée. Évidemment, ça n'a pas la même valeur que pour les coureurs français ou comme enfin, vous l'avez dit, pour une équipe comme BNB Hotel, c'est beaucoup plus important. Pour Total Direct Energy, c'est des courses beaucoup plus importantes. Donc, voilà, je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. D'ailleurs, pour conclure sur ce Grand Prix, la Marseillaise, on peut noter que malgré la concurrence internationale assez forte, les Français font un 2 et 3 et je pense que c'est à souligner. Alors, à moins que vous ayez d'autres choses, messieurs, à Est-ce rajouter que sur... vous avez vu un coureur de l'équipe Delco Eh ben non, mais attends, je vais regarder les résultats parce que je suis branché sur Il y en a un peu aucun dans le inquiet premier groupe. personnellement. Est-ce qu'on Julien doit. Trarieux est 40e. Ah, Ouais. Par c'est contre, bon, ils sont arrivés. on a vu le présentateur de France 3 Télé avoir du mal à Michel Alliega. comprendre la séparation entre. Il a parlé de séparation de l'équipe qui s'était séparée en Ouais. deux. Tout le monde est un peu confus avec ces histoires de sponsors, mais on peut dire que Marseille a brillé parce qu'il y a quand même euh, un coureur d'une équipe provençale dans le top 10. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était la première, hein, pour pas lui tomber dessus, à Michel Aliaga, c'est un commentateur de foot d'habitude, et il me semble que c'était la première fois qu'il commentait une course de vélo. Enfin bref, je vous Ouais, propose c'est de... bon reconnaître que l'histoire entre IF Éducation et Delco, c'est un peu compliqué aussi. Ouais, ça vaudra peut-être le coup de refaire une émission sur le sujet. Alors messieurs, je vous propose d'avancer un peu et de passer à l'étoile de Bessèges, parce que malgré toutes les annulations de courses en ce début de saison, et notamment Valence, hein, qui devait aussi avoir lieu à partir de mercredi. En France, pour l'instant, ça tient bon, Théo, et on aura la chance, normalement, sauf retournement de situation, d'avoir une des belles courses de ce début de saison, hein. Ça permet aussi de rendre hommage à Roland Fangil, qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines. Donc l'étoile de Bessèges de mercredi à dimanche. Ouais, avec une course qui a un plateau World Tour, hein. Tout simplement. Alors, j'ai pas compté exactement, mais il doit y avoir en tout peut-être 13 World Tour, 14 World Tour, plus Alpecin. Justement, en fait, on est un peu
une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour une course de l'envergure de Bessèges, il n'y a pas un plateau trop important? Est-ce que ça risque pas un peu de tuer la course? Qu'est-ce que t'en penses, Greg? À voir, alors en sachant aussi que peut-être que le parcours est un peu moins sélectif que les années précédentes. Hein, enfin, je trouve que les parcours étaient un petit peu plus durs. Là, il y aura quelques arrivées pour Puncher et le contre-la-montre final, mais il n'y a rien d'effrayant. Il n'y a pas le Mont Bouquet, je crois, cette année, donc En c'est fait, moins ouais, dur. Mais est-ce qu'on c'est du aura que des Bessèges sprints classique. à votre avis? À Hmm. part le chrono final, hein, bien entendu. Ah, Bah, ça dépend avec quel état d'esprit sont venues les équipes du World Tour, hein. En temps normal, Bessèges, tu as souvent une étape où il y a un groupe de 15 qui part Ouais, et qui termine devant, qui gagne. Mais là, on regarde la start list, on voit du ouais. Kwiatkowski, du Thomas, du Gilbert. Est-ce que ces coureurs-là, ils ont envie, en début de saison, de voir des courses qui flinguent, ou alors ils ont envie d'avoir un petit rythme pépère? Ils ont l'habitude de partir en Espagne plutôt pour commencer leur saison ou de partir aux Émirats et d'avoir des courses qui sont vraiment très très caricaturales. J'ai un peu peur que, bah, vu que c'est quand même eux qui décident de ce qui se passe dans la course, que la course devienne très très ennuyante et qu'on ait que des sprints. Oui, parce que Greg, quand on regarde la start list, a peut beaucoup évolué, hein, parce que Valence a sauté, déjà Nibali ne devait pas participer, finalement il sera là. Mais si on se penche sur la première compo d'Ineos, quand on voit les noms de Kwiatkowski, de Dunbar, Desaneter, de Ben Swift, de Geraint Thomas et Dylan Van Barle, clairement, comme l'a dit Théo, s'ils veulent contrôler la course, il n'y a personne qui sort, quoi. oui, s'ils veulent enfin, s'ils veulent en placer plusieurs dans le top 10, ils peuvent aussi, hein. Curieux au passage de voir Ethan Hayter sur cette course, voir ce qu'il donne. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit d'aussi grosses équipes alignées, alors c'est très bien pour la course et tant mieux. Mais après, ça va être intéressant à suivre, mais ça risque voilà, de rouler sur le final et d'arriver plutôt groupé. Mais après, Oui, parce que Et quand on se c'est- penche sur les profils, là, je regarde un petit peu, la première étape, l'arrivée c'est 0,6 km à 6,3%. Clairement, un peloton lancé à pleine vitesse, il y a personne qui sort et on finit au sprint. Ouais, c'est ça, c'est la même arrivée qui avait vu la victoire d'Alexis Brunel l'an dernier pour une course super sympa où on avait vu par contre plein de problèmes de circulation automobile. J'espère que ce sera réglé pour cette année. Je pense que ce sera clairement pas la même limonade cette année. Si on regarde, alors je vous conseille d'aller voir, je pense que ce sera en lien dans la description, la super présentation qui a été faite sur le forum VCN. Ouais, on va la mettre. Euh, Il y a une troisième étape qui a un début de course très, très vallonné. Par contre, la fin est plutôt propice aux sprinters. Voilà, j'ai un peu peur qu'il se passe pas grand-chose. Euh, je pense qu'il y a une étape qui risque d'être sympa à suivre quoi qu'il arrive, c'est la quatrième. Parce que vraiment le final, ça fait que monter et descendre. Il n'y a jamais des côtes qui sont très longues, mais c'est clairement pour les punchers. Même les 20 derniers kilomètres sont sympas à suivre quoi qu'il arrive, quoi. Mais est-ce que Greg, c'est pas aussi un énorme handicap pour les pro Conti? On a parlé du duel qui s'annonce entre Total Direct Energy et BNB Hotel, mais quand on regarde, et sans leur faire offense, hein, bien sûr, c'est pas du tout le but, mais quand on voit qu'il y a 11 ou 12 World Tour au départ, comment est-ce que ces équipes-là peuvent exister et tenter de remporter une étape, surtout quand on voit les profils, où clairement ça va être du sprinter puncher ou un rouleur sur la dernière étape à Alès. ah ben, oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que si on compare par rapport aux années précédentes, voilà, c'est les courses de début de saison, les courses de début de saison françaises, tu as enfin, tu as des Conti pro qui, comme je parlais toi de Delco, mais c'est pareil là, et qui pouvaient espérer faire quelques top 10 peut-être sur cette course, ou même des Conti pro belges. Là, cette année, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y aura beaucoup plus de monde et ça va rouler beaucoup plus vite. Ça va être très très dur pour ces équipes-là de ne serait-ce que voilà, de faire d'accrocher quelques top 10 alors qu'elles pouvaient espérer quand même se montrer et c'était un peu leur terrain de jeu privilégié ou un terrain de jeu privilégié au début de saison, hein, avec voilà, quand il n'y avait pas encore les grosses armadas enfin, qui étaient alignées et des coureurs enfin, qui seront voilà, en recherche de la meilleure forme. Mais là, en sachant aussi on ne sait pas trop s'il y aura beaucoup de courses après, je pense que voilà, même enfin, les World Tour vont prendre ces courses très au sérieux. Mais est-ce que c'est pas triste en plus, Théo? Parce que quand on se penche sur la Startiste de l'an passé, il y avait, bon, Kern Pharma était en Conti, hein, elle n'était pas en Pro Conti, mais on avait les deux Conti françaises, Saint-Michel Aubert 93 et Roubaix, mais on avait aussi une petite équipe italienne, Beltrami, qui était présente, plus Cambodia.
Mais est-ce que ça va pas être les grandes victimes en fait de ce premier trimestre, ces équipes continentales qui arrivaient à gratter une course par-ci par-là et qui là, avec la présence de 12, 13 World Tour, plus du Conti Pro derrière, au final, elles vont jamais courir sauf dans leur pays d'origine, quoi. Bah, c'est ça, et en plus, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, et en plus, bah, même quand elles courent, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre en fait, ces équipes? Bah ouais, clairement. Euh, voilà, t'es Saint-Michel, Saint-Michel-Aubert, j'ai pas regardé ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bon, c'est pas une équipe qui gagne très souvent, mais bon, ils peuvent quand même espérer, avec un coureur qui est en forme, accrocher des top 6 par-ci par-là. Là, ils vont se Oui, battre parce pour que des tu fonds de penses à top Johan 20, tu Payot vois. par exemple sur Bessèges, il est Ouais. capable, tu vois, de tenir et de briller sur le chrono, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas possible, je pense. Bah, ça pose un vrai problème parce que bah, même si on peut les trouver pas super intéressantes, au moins le fait d'avoir des grosses courses à l'étranger en début de saison, bah, ça permet d'un peu observer un autre circuit. Et c'est ce circuit, moi d'ailleurs personnellement, c'est le circuit Coupe de France qui m'intéresse de plus en plus par rapport bah, aux courses retour qui sont très souvent stéréotypées, où on voit tout le temps les mêmes équipes devant. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus frais, c'est un autre cyclisme. Et on avait la chance ces derniers temps, grâce à la chaîne L'équipe, bah, de voir ce cyclisme à la télé. Alors ils sont sûrement très contents d'avoir des grandes stars, mais je trouve qu'on perd quand même un peu dans ce qui faisait le charme des petites courses françaises, quoi. C'est ton avis aussi, Greg, qu'on va perdre un peu en charme et que du coup on n'aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent? Alors après, nous, c'est aussi parce qu'on suit le cyclisme toute l'année et qu'on connaît bien les équipes Conti Pro et même Conti françaises. Peut-être que pour le grand public, voir des Geraint Thomas sur Bessèges, c'est plus sympa. Puis peut-être que pour la Euh, chaîne L'équipe aussi que Théo cité, c'est quand même plus oui, intéressant d'avoir Geraint Thomas et Nibali que des équipes françaises. voilà, nous, on a voilà, ce côté un petit, on aime bien ce côté un petit peu de terroir, mais il faut aussi être honnête et que ben, pour ces épreuves-là, c'est bien d'avoir un beau plateau parce que ça fait parler de la course et ça met en lumière aussi le travail des organisateurs, des bénévoles, etc. Alors les gars, je vais vous proposer de conclure cette émission, enfin pas de la conclure parce qu'après on va parler vite fait du championnat du monde de cyclocross. Bon, c'est pas facile, hein, Théo, parce que la start list, on l'a dit, elle est loin d'être définitive, parce qu'il y aura forcément des changements dans les équipes. Mais quand tu vois ce qui est sorti, la provisoire, qu'est-ce que tu peux citer? Je sais pas, deux, trois mecs que tu penses pouvoir s'illustrer. Enfin, en tout cas, en termes de parcours qui leur conviendrait. Bah, pour réfléchir, il faut un mec qui bah, puisse tenir dans les étapes pour sprinter, voire déjà choper des bonifs, et qui en plus roule très fort. Alors bah, le nom qui vient tout de suite, je pense que c'est Kwiatkowski quand on regarde, c'est vraiment le profil idoine. Mais voilà, si j'ai envie peut-être qu'il a envie de laisser sa chance à une autre personne. Et je me dis que Ethan Hayter, qui bah, est un coureur qui est un peu, voilà, aussi lui aussi très polyvalent. Je sais pas exactement ce qu'il vaut en chrono, mais je pense que bah, un effort de 10 bornes pour un mec qui a sa classe, ça peut le faire. J'aimerais bien le voir un peu propulsé en leader pour Ineos, en sachant que voilà, c'est le début de saison et les autres mecs de son équipe, ils ont déjà gagné plein de fois. Peut-être j'aimerais bien les voir courir pour lui, quoi. Et toi, Greg? J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'entre Geraint Thomas, alors, mais je pense que Geraint Thomas est en reprise, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup à l'avant. Mais après, voilà, quelqu'un comme Ethan Hayter, même un Eddie Dunbar, donc Kwiatkowski, ils ont fait un Ineos, il pourrait très bien faire podium, ce serait pas une surprise. On pourrait citer comme nom, il y a Alberto Bettiol, peut-être à suivre, et côté français, peut-être un Benjamin Thomas, Hmm. puisqu'on finira par un chrono, donc ce sera peut-être une piste intéressante à suivre. Et Mats Bettiol qui connaît la Pedersen dans tout course ça, les aussi, gars? hein. Ah oui, bah Pedersen en début de saison, c'est pas tout le temps fantastique. Je crois savoir qu'il aime bien manger et qu'il vient pas forcément tout de suite affûter au poids de forme. Mais oui, enfin c'est n'importe quel gros rouleur a sa chance en fait sur ce Bah, même des gars parcours. comme Nizzolo, hein, avec les bonifs, enfin, s'il est au départ, parce on le dit, on le répète, la start list est loin d'être définitive, mais est-ce qu'un sprinter, selon vous, pour conclure là-dessus, pourrait aussi s'imposer grâce aux bonifications? Ah bah très clairement, hein. Avec un autre plateau, Christophe Laporte l'avait emporté, avait écrasé la course de son talent. Voilà. En plus, de manière générale, un sprinter qui a un peu de caisse, qui est un peu costaud, sur un effort de 10 bornes, il peut limiter la casse, quoi. Tout à fait. Après, pour moi, ça sera compliqué quand même, hein. À moins que tu considères Ethan Hayter comme un pur sprinter, mais je pense qu'il y a des Non, je coureurs pensais très très plus à des forts. Nizzolo qui pouvaient aussi prendre des bonifs sur les deux étapes un peu plus difficiles. Enfin, moi, je pense que sur les côtés, sur les étapes de puncher, ça sera un peu trop dur pour un Nizzolo. Ou un Simon Clark, tu vois. Enfin, un mec. À voir. Et ben, je vous propose de conclure l'émission avec le championnat du monde de cyclocross qui, je le sais, vous passionne.
Est-ce que vous avez été surpris, Théo, par la victoire de Van Der Poel? Alors, surpris par sa victoire, non, mais je le voyais beaucoup plus au-dessus que ça. Il gagne, mais bon, il chute. Je sais plus à quel tour exactement il chute. D'ailleurs, on a loupé la chute en direct parce que la chaîne d'équipe avait passé une pub. Bon, ils font déjà beaucoup pour le vélo. On est des fois un peu dur en les critiquant pour leur Et pub. puis là, ils étaient en direct en Euh, plus. hein. ouais. Mais Van Aert semblait au-dessus au début, techniquement, dans les passages dans le sable, il passait plus en puissance et bah, à un moment donné où il avait de l'avance, il a crevé de l'avant et il a perdu à peu près 10 secondes et il a vraiment tout donné pour rentrer et au fur et à mesure des tours, il semblait de moins en moins lucide, mais j'aurais bien aimé voir ce qui se passait sans sa crevaison. Voilà. Mais, Et bah, quand même, ouais. mais on sent qu'il est plus près, Van Aert, cette année, je trouve. J'ai pas regardé beaucoup de cyclocross, mais quand on s'attarde sur les classements, il y avait une stat sur la chaîne L'équipe, c'était intéressant. L'année dernière, je crois que Van Der Poel il a perdu 3% de ses courses, et cette année, c'était 20%. Et enfin, j'ai une question pour vous, les gars, je sais pas si Greg ou Théo, lequel d'entre vous voudra répondre. Mais est-ce que ce rapprochement entre Van Aert et Van Der Poel sur le cyclocross, qui est leur discipline de prédilection, c'est pas aussi le synonyme de cette montée en puissance de Van Aert qui a énormément progressé sur la route et au final ça se traduit un peu sur le cyclocross aussi quoi. Je veux pas monopoliser la parole, mais quand même, l'an dernier, c'est un peu faussé parce que Van Aert revient de sa giga chute sur le tour et de sa déchirure. Et donc il revient et il est clairement pas L'année à son dernière ou il y a niveau. 2 ans, hein, il a toujours été dominé Ouais. quand. Ouais, mais il y a des saisons où il était devant quand même, ou plus proche que l'an dernier. Après, Euh, je pense qu'il a pris confiance aussi. C'est-à-dire, vu ses belles perfs sur la route, où finalement il s'est dit, ah ben, je peux être bon partout, en montagne, en machin. Maintenant, sur la plage, dans la mer, c'est bon. J'ai plus ouais. peur de Van Der Poel et j'ai Peut-être en même pédalo l'impression aussi. que la demi-saison de Van Der Poel qui n'a pas eu l'occasion de trop briller sur la route, enfin pas Bah, avec l'annulation de beaucoup de courses, ça a aussi peut-être remis, enfin voilà, ça a peut-être remis en confiance et alors que Van Der Poel, il a sommé, je pense, dès le départ de la course, on se disait que c'était lui qui allait gagner. Donc c'est vrai que c'est un peu moins, c'est beaucoup moins le cas cette année. Est-ce enfin, que, il fait quand même une belle demi-saison, Van Der Poel. Oui, Ouais. est-ce que ça nous Mais, promet pas une super campagne de classique, sachant qu'ils sont pas les meilleurs amis du monde non bah, plus, si elle a lieu, oui. si elle a ouais, lieu. ça va être génial. Euh, Ça va être génial et c'est bien que, enfin, c'est même bien pour le cyclisme que maintenant on ait même un fil rouge lorsque la saison de route soit terminée, enfin, je veux dire pour le cyclisme sur route, que ce fil rouge continue, quoi. Après, moi, je suis pas fan des rivalités. J'ai entendu la commentatrice de la chaîne L'équipe, Claire Briconne, dire quand on aime le cyclisme, on est forcément fan de l'un ou fan de l'autre. Moi, je vous avoue que bah, je trouve que c'est deux coureurs très impressionnants, mais j'ai pas forcément une préférence pour l'un ou pour l'autre. Et j'en ai pas encore marre, mais peut-être que bientôt je vais en avoir marre justement de ces débats ou de cette rivalité qui est un peu montée, quoi. Voilà, ils sont pas amis, mais j'ai pas l'impression qu'ils se détestent non plus. Et enfin, c'est deux coureurs qui se retrouvent souvent. Forcément, il y aura des incidents de course, mais faut pas tout résumer à ça. Et je pense qu'en plus, ça peut être plus négatif pour eux qu'autre chose, parce que s'ils se focalisent trop l'un par rapport à l'autre, ben, ça va juste laisser plein de situations pour d'autres coureurs pour leur choper des victoires. On avait déjà vu un peu ces situations sur certaines courses en fin de saison l'année dernière. Non, puis clairement, après peut-être que je me trompe, mais de ce que j'observe sur nos forums ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le fan de vélo, c'est pas le fan de foot, hein, sans offense au foot parce que j'adore ça, mais Oh, qu'est-ce que tu dis là? Oh! oh, ça suffit là. Non, mais sérieusement, Greg, quand on regarde les fans de vélo, on a l'impression que les gens sont justement fans de cyclisme. Ils sont pas forcément fans d'un seul coureur, à part pour quelques Ah, exceptions. Mais je connais quelques fanboys quand même, hein, on va ouais, pour pas. des coureurs qui, Je peux, si j'ai des comme dossiers, Thibaut si tu Pinot, veux. comme Remco Evenepoel, comme d'autres, mais j'ai l'impression que la majorité des suiveurs, en fait, ils aiment juste le vélo, puis voir un duel Van Aert, Van Der Poel, comme disait Théo, bah c'est juste qu'en fait on va voir des belles courses et que c'est cool, et à la limite, enfin peu importe qui gagne, on s'en fout, qu'on n'est pas obligé de choisir entre les deux, et enfin je pense pas qu'on puisse nous réduire à ça, quoi, à ces rivalités d'autres sports. C'est Non, beau. Greg? C'est Ah, nous, c'est on beau est ce les que tu dis, meilleurs. C'est c'est beau, hein. magnifique. T'as vu, si putain, si on regarde un match de l'OM, je peux dire que je vais pas avoir le même discours. Bref, sur ces belles paroles, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, non. Non, non. Eh bien, bonne soirée à tous, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour suivre une nouvelle émission de la sortie du dimanche et le débrief de cette étoile de Bessèges. Au Et la revoir. dernière avant longtemps. Ciao. Allez, à dimanche, les gars.